Bienvenue sur Radio Résistance Démocratie, première émission d'une longue série. Donc celle-ci poursuit l'édito et comme vous le voyez, petit à petit, le projet prend forme, et notamment visuellement. Donc vous avez dans le cadre de cette radio maintenant une languette en haut à droite de chaque émission qui vient eh bien, définir le thème. Et ce thème, le thème de la première émission, sera plutôt politique, bien qu'on puisse bien l'affilier aussi à une dimension sanitaire, puisque en fait, on va parler un petit peu de l'usage du sanitaire pour faire de la politique, et notamment de la politique de répression. Donc la languette en haut à droite, le numéro de l'émission, et puis la thématique qui est la nôtre aujourd'hui. Et donc la thématique de l'émission numéro 1 est peur et société de contrôle. J'ai regroupé 3 textes pour vous qui, me semble-t-il, peuvent venir décrire un petit peu la situation qui est la nôtre. Un premier texte de Jean-Pierre Chenet, du livre Histoire de la violence, qui est paru en 1981 et qui traite un petit peu, dans les extraits que j'ai choisis, de la manière dont l'État peut abuser d'une certaine manière de son pouvoir, et notamment l'État français, puisque c'est ce qu'il traite en partie. L'ouvrage, plus généralement, traite de la violence depuis 1800, et avec une ligne de thèse qui est claire, c'est que cette violence-là, elle a diminué au fur et à mesure des années pour atteindre d'une certaine manière son plus bas niveau historique, en tout cas en ce qui concerne la criminalité. Donc ce livre est intéressant parce qu'il vient casser complètement euh, euh, le discours politique d'extrême droite, notamment celui de la Macronie ou celui du FN. On est bien d'accord, pour moi, les deux partis-là sont des partis d'extrême droite. Et donc tout l'ouvrage, d'une certaine manière, témoigne que la société s'est pacifiée au cours de ces dernières décennies. Deuxième texte que je vous propose, qui vient compléter le premier, c'est un texte de Norbert Elias et qui est tiré du livre La civilisation des mœurs, qu'il a écrit, me semble-t-il, dans les années 30, et qui, pour ce passage-là en tout cas, traite de la façon dont les épidémies pouvaient être reçues à cette époque-là. Euh, et plus globalement, la civilisation des mœurs parle de l'évolution des mœurs sur le long terme dans la société française, à partir grosso modo de l'Ancien Régime, du début de l'Ancien Régime, de la curialisation, c'est-à-dire du passage des chevaliers de chevaliers guerriers à des chevaliers de cour, ou en tout cas à une noblesse de cour. Et donc le passage plus spécifique que j'ai sélectionné pour vous traitera de façon assez courte voilà, de la peur panique qui pouvait y avoir à cette époque-là dans le cadre des grandes épidémies de peste et de choléra notamment. Et puis le troisième est l'extrait le plus important de mon point de vue de cette émission radio d'aujourd'hui. C'est un texte de Michel Foucault tiré du livre Surveiller et punir, naissance de la prison, qui a été écrit en 1975 et qui peut se laisser simplement décrire par une phrase que j'aime beaucoup et que je vais mettre en valeur dès à présent. Cette phrase que dit Michel Foucault, c'est « Il y a eu un rêve politique de la peste ». Et donc lui aussi revient d'une certaine manière sur la manière dont la peste a évolué au Moyen Âge, mais surtout la manière dont le pouvoir peut s'en servir pour mettre en œuvre une société qui contrôle beaucoup plus ses citoyens qu'en temps normal. Donc ce sont ces 3 textes-là qui vont nous intéresser aujourd'hui, et puis bon bah je me réserve le droit de les ponctuer de commentaires, soit de précisions historiques, soit de commentaires qui permettent de créer la passerelle, le lien et de les actualiser en fonction du contexte politique qu'on est en train de traverser. Et
Je pense que ça permettra aux spectateurs de l'émission de comprendre un petit peu mieux ce qui est en train de se jouer grâce à un recul historique, grâce au traitement de thématiques comme la violence, la santé, les épidémies, etc. Donc premier texte, rappel, Histoire de la violence de Jean-Pierre Chenet. Et commençons tout de suite la lecture. Donc je cite. Je cite des petits passages à l'intérieur même de son texte qui ne se suivent pas nécessairement, mais qui, globalement, forment une matière de réflexion propice à l'actualité. Donc qu'est-ce qu'il dit ? En matière d'intervention de l'État, tout est affaire de degrés. Si l'État outrepasse ses attributs de gardien de la cité, d'arbitre entre les passions et les intérêts des membres de la société civile, alors il y a menace pour les libertés et risque de monopolisation de la violence par la classe dirigeante. Là où l'État est déjà traditionnellement très fort, comme en France, il est tenté de s'étendre, grignotant des espaces normalement dévolus à la société civile. On peut, dès lors, nourrir quelque inquiétude lorsque l'on voit certains responsables politiques vouloir accroître de manière inconsidérée notre arsenal répressif au risque de détruire le fragile équilibre entre un État protecteur et un État contrôleur et vengeur. Voilà un premier extrait qui me semble intéressant parce qu'il montre la fragile frontière qu'il peut y avoir entre un État qui est censé servir le citoyen, d'une part, et un État qui, d'autre part, utilise les leviers de l'État et les différents outils qu'on lui a concédés pour, d'une certaine manière, le retourner en répression politique. Et c'est le témoignage déjà que fait Jean-Claude, le fait que cette frontière est fragile et que, surtout en France, hein, où l'État central a un pouvoir énorme comparé à d'autres démocraties, comme par exemple aux États-Unis ou en Angleterre, euh, là, on a réellement, ou en tout cas, je pense qu'on est dans un contexte où la Macronie n'utilise plus les outils qui sont en sa possession pour servir d'une certaine manière la citoyenneté et les Français d'une manière générale, mais bel et bien utilise l'arsenal de l'État comme levier répressif pour écraser les citoyens. Je continue un peu la lecture. L'intrusion croissante des médias dans la sphère intime des individus, et notamment de la télévision, dont l'incidence est importante sur les personnes âgées, retraitées, plus fragiles, souvent isolées. Or, les informations, entre guillemets, sont une sélection d'événements où, par leur caractère attractif et accessible, les nouvelles sanglantes occupent une place démesurée et se font soudain très proches par le petit écran. Des attentats ont fait pleurer dans les chaumières les plus obscures et ont contribué à accréditer l'idée d'insécurité. Alors ce passage est intéressant parce que, si on lit les deux premiers chapitres et qu'on les met ensemble, on constate effectivement que les médias peuvent être un formidable levier pour donner un sentiment, une sensation d'insécurité. Alors, les violences, les crimes ont beau être marginaux, hein, comme le dit Jean-Claude Chenet tout au long de son ouvrage, les médias vont venir mettre la lumière plus spécifiquement sur ces événements-là parce qu'ils sont extraordinaires et qu'ils ont tendance à attirer, à séduire par leur violence le public. Et vous voyez que la manœuvre est là, et notamment, elle est là depuis avant la Macronie, hein, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy se servait déjà d'une certaine manière de faits divers pour imposer des lois générales à toute la population, et c'est quelque chose d'une certaine manière d'assez classique chez des dirigeants qui n'ont pas beaucoup d'éthique. Mais dans la Macronie, c'est vraiment purulent, hein, c'est-à-dire qu'on exploite au maximum ce type d'incidents, d'accidents, d'attentats pour
promulguer des lois sécuritaires qui, elles, ont cours sur toute la France et au niveau de toute la population. C'est dire d'ailleurs que, en ce sens-là, le terrorisme a gagné, hein, parce que à chaque attentat terroriste, une nouvelle loi est présentée à l'Assemblée qui émerge et qui est votée, et donc c'est dire que la violence a gagné avec la Macronie, parce que à chaque fois que quelqu'un se fera sauter ou tuera quelques personnes, eh bien il pourra rediriger entièrement la législation française. Donc, vous voyez que les médias qui mettent en avant ce type d'événements-là font croire qu'ils sont généralisés, globalisés, et donc font peur aux gens. Et les gens, réagissant effectivement à ce type d'événements, sont demandeurs aussi d'une certaine manière de lois sécuritaires. Et là, on entre dans un engrenage où l'État resserre donc le contrôle sur la population par prétexte sécuritaire, et on tombe précisément sur le thème de cette émission, peur et société de contrôle, c'est-à-dire utilisation de la peur pour affermir une société où on perd petit à petit nos libertés et où on est de plus en plus contrôlé. Continuons la lecture. La diminution même de la violence qui, en augmentant la sécurité objective, diminue l'insécurité subjective. C'est le fameux paradoxe de Tocqueville. Plus un phénomène désagréable diminue, plus ce qu'il en reste devient insupportable. Le piège dans lequel il faut à tout prix éviter de tomber est précisément d'assimiler une montée du sentiment global d'insécurité à une aggravation de la violence réelle, puisque les deux sont animés de mouvements antagonistes. Voilà, ce que nous dit l'auteur dans ce paragraphe-là, dans ce chapitre-là, c'est que, moins on est accoutumé à avoir de la violence autour de nous, plus celle qui nous parvient, et notamment par le biais des médias, est sensationnelle, extraordinaire et insupportable. Et l'auteur nous prévient. Ne tombez pas dans le piège de vouloir de plus en plus de lois sécuritaires dans un État, d'une certaine manière, qui est de plus en plus sécurisé. J'en discutais avec des copains à moi sur Internet et ça pourra choquer certains individus. On a fait le comparatif d'un côté entre les morts par attentat, mais je parle de tout attentat confondu, hein, qu'il s'agisse d'attentats corse ou d'attentats bretons ou d'attentats islamiques. Et depuis les années 2000 jusqu'aux années 2020, il y a eu grosso modo 250 morts d'attentats en France. Notez que donc 250 morts d'attentats en France sur 20 années, ça représente 20 personnes qui meurent par an sous les coups d'un attentat. Alors c'est dramatique hein, sur le plan humain pour les familles, mais c'est marginal, c'est minoritaire, et on ne peut pas atteindre un degré zéro. Comme je le disais dans mon édito, c'est-à-dire que on ne peut pas prévoir tous les attentats et la police ne peut pas, les services de renseignement ne peuvent pas éviter tous les attentats, évidemment. Donc, comme nous le rappelle l'auteur hein, de l'histoire de la violence, il faut bien se rendre compte que au début du XXe siècle, c'est-à-dire dans les années 1900, il y avait beaucoup plus de morts par an, par attentat, et qu'on est sur une courbe largement descendante en termes de violence, même si la médiatisation, la surmédiatisation des attentats vous fait croire que la violence est partout, ce qui n'est pas le cas. Je ferai des émissions pour vous faire comprendre en quoi le fait de médiatiser ce type de phénomène extraordinaire est intéressant pour les médias parce qu'il leur rapporte de l'argent à plusieurs niveaux. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui, ce sera pour une thématique qui concernera plus spécifiquement les médias. Donc voilà, faites attention à ne pas tomber dans les discours sécuritaires du FN ou de la Macronie qui vous font croire que la violence est généralisée alors qu'en réalité, sur une période longue de l'histoire de France et même de l'histoire de l'Europe, elle n'a jamais été aussi basse. Et donc je disais qu'il y avait donc 250 attentats sur les 20 dernières années par terrorisme. Notez,
mais je suis bien conscient que c'est beaucoup moins extraordinaire, qu'il y a eu, depuis 2000, 400 personnes qui sont mortes sous le fusil d'un chasseur parce qu'il s'est trompé, parce qu'il a confondu un chevreuil avec un cycliste, parce qu'il a confondu un sanglier avec un promeneur. Donc, en termes, je dirais, quantitatifs, on a plus de chances de se faire fusiller dans une promenade en forêt que de tomber sous les coups de couteau d'un terroriste islamiste. Mais ça, eh bien, je dirais que c'est pas extraordinaire, que si les médias en parlaient, on faisait des émissions longues de 24 heures, de 48 heures, qui couvriraient ces événements-là sur une semaine, ça n'intéresserait pas l'audimat, ça n'intéresserait pas les spectateurs, ça ne ferait pas d'argent, et donc personne n'en parle. Et pourtant, le nombre de morts sous les balles du chasseur, moi je suis pas contre la chasse, hein, très honnêtement, j'aime manger un bout de sanglier pour les fêtes, mais honnêtement, on pourrait songer aussi à des lois hein, pour éviter ce type d'accident qui tue plus en France à l'heure actuelle que les attentats terroristes. Par exemple, vous voyez, moi je vis à la campagne. Il y a une semaine, les chasseurs chassaient en forêt. Et quel était le temps à ce moment-là? C'était un temps de brume, de brouillard, on ne voyait pas à 10 mètres devant soi. Comment voulez-vous que les chasseurs ne se trompent pas s'ils ont une visibilité sur 10 mètres seulement et qu'ils tirent sur quelque chose qui se promène à 15 mètres? Bon bref, vous voyez, ça c'est une loi qu'il faudrait instaurer. Enfin, moi je suis pas politicien, mais si vous voulez éviter ce type d'accident, déjà empêchez les chasseurs de chasser quand ils n'ont pas une bonne visibilité par temps de brouillard et de brume. Voilà, donc avec un décret ou une loi. Si le temps le permet, vous pouvez aller en forêt. Si le temps ne le permet pas, n'y allez pas. Vous n'avez pas le droit d'y aller. Et vous verrez que vous ferez baisser le nombre de morts déjà d'un tiers, peut-être même de moitié sur cette seule loi. Bon, c'est pas le sujet. Je continue ma lecture. Ne digressons pas trop sur cette émission. Je continue donc. La politique se nourrit de l'insécurité, car c'est l'insécurité qui lui confère autorité et légitimité. Je relis la phrase. La politique se nourrit de l'insécurité, car c'est l'insécurité qui lui confère autorité et légitimité. Tout discours sur le besoin de sécurité est chargé d'ambiguïté. S'appuyant sur le consensus implicite dont bénéficie le besoin fondamental de sécurité, il a pour but de justifier un alourdissement du contrôle social, un renforcement de la répression et par là de camoufler un affaiblissement des libertés. Donc l'auteur insiste, plus on recherche la sécurité, plus eh bien, la sécurité nécessite qu'on régresse sur les libertés publiques. Et donc, on ne peut pas troquer l'un pour l'autre. Hein. Il faut avoir les deux. Et il faut avoir des mesures qui puissent et préserver les libertés d'un côté, d'un côté et de l'autre mettre eh bien, les gens en sécurité. D'ailleurs, il y a une célèbre maxime de Benjamin Franklin, bon, que j'ai pas sous les yeux là, mais que je cite de mémoire, qui dit... Si vous troquez votre liberté pour la sécurité, vous n'êtes ni digne de l'un ni de l'autre, ni digne de la sécurité ni de la liberté, et vous perdrez les deux. Voilà ce que disait déjà Benjamin Franklin devant une assemblée parlementaire il y a 300 ans de ça. Et me semble-t-il, cette maxime-là est très intéressante et doit être prise en considération dans notre époque présente. Et donc... Ce que dit l'auteur, si j'ai cité 2 fois la première phrase, c'est clair, la politique se nourrit de l'insécurité car c'est l'insécurité qui lui confère autorité et légitimité. C'est-à-dire que dans un état sûr, on a moins besoin de gouvernement d'une certaine manière parce que les choses se passent très bien sans qu'il vienne mettre son grain de sel dans tous les domaines. Et donc... La production et la création d'insécurité, même subjective, donc de sentiments d'insécurité, comme on l'appelle, donnent légitimité à l'État et autorité à l'État pour renforcer la répression. Donc méfiez-vous pour tous ceux qui m'écouteraient et qui voteraient FN, RN, le discours fondamental sur lequel s'appuie ce parti politique en particulier est faux. Est un discours qui n'a aucun sens et aucune assise en soi. Vous voyez, il vous trompe, il joue de vos sentiments, et notamment du sentiment d'insécurité, pour que vous les élisiez. Mais
leur discours fondamentalement, et lorsqu'on prend bien leur thématique, lorsqu'on la réincorpore aux données de la science, elle ne tient pas une seule seconde. De toute façon, dans cette émission, tous les partis en mangeront. Hein. Je suis ni plus contre le FN que contre la France Insoumise. Ils vont tous s'en manger plein les dents dans cette émission-là, parce qu'on verra que ce système de toute façon de démocratie ne tient plus, et dans d'autres émissions, on proposera des alternatives qui, vous le verrez, sont beaucoup plus riches, beaucoup plus prometteuses que le système qui a cours à l'heure actuelle, en termes de démocratie, j'entends. Bien, on continue à digresser, c'est pas bon, il faut qu'on reste un petit peu collé à nos textes. Donc je continue. Et toujours en le citant, donc, or, pour l'animal politique, la réalité, c'est d'abord le principe de survie, de sa propre survie, et la sécurité de son pouvoir. Si l'insécurité n'existait pas, il faudrait l'inventer. Voilà, bon. Ça, c'est une petite phrase que j'ai tirée du texte de l'auteur et que je trouve fantastique. Une manière de dire, avant de penser à vous, ils pensent à eux. C'est-à-dire que avant de penser à votre propre survie, ils pensent déjà à la leur. Et ça se voit très bien dans la gestion de crise à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on voit parfaitement bien que ils sont, comme d'autres l'ont dit sur Internet, qu'ils sont en train de gérer leur risque pénal avant de gérer votre risque sanitaire. Hein. Et donc voilà, c'est problématique parce qu'on est dans une société où les politiques que vous élisez, hein, moi je vote pas, hein, j'ai jamais voté et je voterai jamais pour des personnes. Je voterai des lois un jour, mais je voterai jamais pour des personnes. Et donc, eux, eh bien, sont d'abord inscrits dans leur principe de survie et travaillent d'abord à leur principe de survie. Et pas que, hein, ils travaillent aussi à augmenter constamment leurs privilèges, leurs salaires. Il y a un an de ça, ils se sont augmentés leurs propres APL pour l'allocation d'un appartement parisien qui est monté de 900 à 1200 euros. 1200 euros d'APL, c'est ce que les députés ont. Moi, c'est ce que je gagne par mois, vous voyez. Donc tranquille, hein, ils ont le niveau d'APL de mon salaire mensuel alors que eh bien, je travaille 50, 60 heures par jour, vous voyez. Bon, c'est une autre question, mais cette phrase-là, en tout cas, m'intéressait. Ça m'intéressait de la citer parce que elle renvoie bien à l'égoïsme politique qui a cours à l'heure actuelle. Terminons ce premier texte avec un dernier extrait. Je cite « Est-il besoin, sous prétexte que nous serions dans un état d'insécurité, de revenir, comme cela est le cas en France, sur un principe fondamental de notre droit, acquis au temps de la Révolution, inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et, depuis lors, intangible, en instaurant sous n'importe quel prétexte la possibilité de contrôle d'identité. N'est-ce pas là une rupture de la confiance tacite dans l'évolution des rapports entre État et individus? N'est-ce pas là n'est-ce pas là le début d'un empiètement dangereux de l'arbitraire de l'État sur la sphère des libertés individuelles, dont la liberté de circulation et la liberté d'association? Il s'agit en vérité d'un renversement radical. Tout individu, appréhendé dans certaines circonstances, est présumé suspect. Ce dernier passage est prodigieux. Il a été écrit, comme je vous l'ai dit, en 1981, mais on a l'impression que l'auteur parle pour 2020, quoi. C'est-à-dire que vous voyez que ce type de manipulation politique avait déjà cours il y a une quarantaine d'années et continue à avoir cours. Et donc là, ce que l'auteur dénonce, c'est précisément utiliser le sentiment d'insécurité pour revenir, et c'est l'objectif notamment de la Macronie et d'autres partis politiques, de la plupart des autres partis politiques en réalité, sur nos droits fondamentaux qui sont en train de bafouer à l'heure actuelle. Alors, l'auteur cite la liberté de circulation et la liberté d'association. Alors, elles sont mortes, hein. Là, on est donc le 12 décembre 2020. Ces deux libertés-là sont mortes. La liberté de vie privée est morte, hein, parce que lorsque vous signez une attestation de déplacement qui vous intime de dire où vous allez, est-ce que vous allez chez le médecin, est-ce que vous allez voir votre famille, est-ce que vous allez voir votre grand-mère, eh bien, c'est un empiètement sur le droit à la vie privée. Le service public qu'est la police nationale
peut contrôler vos papiers, peut contrôler votre passeport, peut vous contrôler votre pneu si c'est ou votre carte grise si c'est un contrôle routier, mais n'a pas à savoir si de 9 à 10 vous vous rendez chez votre médecin pour une prise de sang. Là, on est dans une violation directe de la vie privée, qui est un droit fondamental dans le texte de la Déclaration des droits de l'homme, qui est un droit fondamental dans la Convention européenne, qui est un droit fondamental dans le Code civil, article 9, bref. La Macronie est en fait et viole à proprement parler la moitié des traités qui ont été signés par une cinquantaine de pays, traités inaliénables, avec un malheureux décret qui, et j'en reparlerai dans une autre émission, a été signé de façon unilatérale par 4 malheureux ministres que personne n'a élus. C'est le président qui les a cooptés, qui les a choisis, mais personne n'a élu ces 4 ministres qui signent un décret. Et qui est en imposition sur toute la société à l'heure actuelle. Donc, et là, on est en violation aussi de la Constitution française, articles 2 et 3, qui disent que les lois doivent soit passer par le peuple, soit passer par leurs représentants, à savoir les 2 assemblées parlementaires que sont le Sénat et l'Assemblée nationale. Et là, le décret n'est passé ni par l'une ni par l'autre. On est dans une violation, grosso modo, de tous les textes qui fondent la République et la démocratie. Et il va falloir au bout d'un moment remettre les choses à plat et le dire. Ce gouvernement est un gouvernement de délinquants et il outrepasse à proprement parler tous les textes fondamentaux à l'heure actuelle. Et ça se payera. Ça se payera, je menace personne, mais il arrive un moment où on ne peut pas déborder à ce point et s'en sortir indemne au bout du quinquennat sans qu'il y ait des représailles derrière et sans qu'il y ait des comptes à rendre. Beaucoup de gens le disent et je le redis derrière eux. Donc vous voyez, ce premier texte est très intéressant parce qu'il est très actuel et il permet de casser certains stéréotypes qu'on pouvait avoir ou certaines idées reçues sur les médias, sur le pouvoir, sur ses intentions, et puis sur la gravité de la violence dans la société à l'heure actuelle. Et donc c'est un bon texte d'introduction, me semble-t-il, pour une conversation sur la société de contrôle. Parce que vous voyez que là, le sentiment d'insécurité est utilisé, et notamment le sentiment d'insécurité sanitaire, est utilisé pour mettre à bas à peu près tous les droits fondamentaux, ce qui n'est pas acceptable. J'en viens à mon deuxième texte, qui est un texte un petit peu plus court quand même, mais qui permet de voir comment la peur panique peut nous amener à dire et à faire n'importe quoi. Et donc c'est un texte tiré de La civilisation des mœurs de Norbert Elias. Alors je le cite. La peur panique que les grandes épidémies de peste et de choléra suscitées parmi les hommes du Moyen-Âge est bien connue et compréhensible. Cette peur ne pouvait encore être endiguée et canalisée par la connaissance des causes et des limites du danger telle qu'elle existe dans notre société moderne. Or, il est parfaitement concevable que l'utilisation de l'eau, et plus spécialement de l'eau chaude pour se baigner, inspirait aux hommes de ce temps une vague terreur, fondée sur le sentiment d'un réel danger, mais mal défini et mal déterminé. Quand une société de ce niveau d'expérience, un objet et un comportement se chargent pour une raison ou pour une autre d'un tel potentiel de peur, il peut s'écouler une période assez longue avant que la peur et ses symboles, les interdictions et résistances ne disparaissent. Ce qui reste ancré dans la conscience des gens est le sentiment vague, transmis, que l'usage de l'eau comporte des dangers. Alors pour nous, à l'heure actuelle, donc petite parenthèse, ce serait l'usage du café, du théâtre, du cinéma, marcher en pleine rue, tout ça serait un danger potentiel d'infection, ce qui est complètement arbitraire, mais bon, revenons au texte. Il en résulte dans la pratique une méfiance et une répugnance inculquée à l'égard des bains et ablutions. L'avertissement d'un médecin, Guillaume Bunel, de 1513, fait apparaître un mélange de conseils judicieux et d'absurdité qui montre bien les effets d'une peur moins bien canalisée que la nôtre. Là, on peut doucement rire. Notre peur est en train de déborder, en tout cas, la peur de beaucoup de citoyens est en train de déborder de toutes parts, notamment par le traitement médiatique qui est fait de cette épidémie. Mais revenons au texte encore une fois.
Le processus caractéristique de civilisation s'accomplit dans la canalisation de la peur, entre parenthèses, donc on est en train de régresser, que ces dangers suscitent. L'incertitude de la vie peut aujourd'hui nous paraître angoissante comparée à la société, mais comparée à la société médiévale, elle est négligeable. La régularisation des sources d'angoisse est une des conditions les plus élémentaires des normes de comportement que nous désignons par le terme civilisation. La cuirasse du comportement civilisé éclaterait rapidement si, par une nouvelle transformation de la société, les conditions d'insécurité redevenaient les mêmes que jadis. Fin de citation. J'ai choisi ce deuxième texte parce qu'il me semble profondément inspirant aussi pour comprendre la situation dans laquelle on est en train de se débattre et de se dépêtrer. Il y a plusieurs choses qui méritent d'être retenues chez Norbert Elias. Je commencerai par la fin. Le fait que nous soyons tous touchés par une peur panique qui notamment est bien soutenue et émulée par les médias et par le gouvernement sur une épidémie qui maintenant, soyons clairs, n'est pas dramatique. On n'est pas face à la peste noire comme eux l'étaient au Moyen-Âge, qui tuait une personne sur deux. La peste noire au Moyen-Âge, au XIVe siècle, et pendant les 2 siècles qui ont suivi, elle a ravagé à peu près un tiers des citoyens d'Europe. On en est très très loin, puisque les derniers chiffres de mortalité du virus sont entre 0,1 et 0,2% de la population, et je vous rappelle que l'âge de mortalité moyenne des gens qui en meurent est de 80 ans, soit la mortalité naturelle aujourd'hui en France. Donc, en fait, cette peur panique liée ici au virus, elle est fictive. C'est une fiction médiatique et gouvernementale. C'est un sentiment d'insécurité, comme le premier texte a permis de le laisser entrevoir, qui permet tous les leviers de contrôle sociaux. Et on atteindra notre paroxysme d'argumentation grâce au texte de Michel Foucault tout à l'heure. Mais là, ce que nous dit Norbert Elias, et c'est dramatique, c'est que si toute la société commence à verser à nouveau dans l'irrationnel et la peur sans fondement, eh bien, elle régresse en civilisation. Est-ce que vous voulez régresser en civilisation? Non, non, je crois pas. Donc, faites un effort pour objectiver la situation et pour bien comprendre que, au-delà des morts malheureux, que ce nouveau virus, et des nouveaux virus, il y en a tous les 4 ans à peu près, que ce nouveau virus produit, eh bien, il faut savoir outrepasser ça, quoi. Il faut se rappeler que les gens meurent, que en fin de vie, ou quand on a déjà des problèmes de santé, on est plus fragile, et que donc un virus, une bactérie, un champignon peuvent nous achever. C'est important de vous rappeler qu'on meurt tous. Je suis désolé de rappeler ça, mais que notre vie est très courte. On vit même pas un siècle et puis on s'en va. Et puis d'une certaine manière, par exemple comme mon père aime à le dire, on survit à travers nos descendants, nos enfants, et puis ça nous apporte un peu de réconfort. Et c'est bien. Mais bon voilà, on n'est pas éternel et on meurt pas sans maladie. C'est souvent, la plupart du temps, une infection qui nous emporte et qui vient se surajouter, comme les médecins le disent, à d'autres maladies, c'est-à-dire à des gens qui avaient déjà des comorbidités. Pas besoin d'avoir peur, ou en tout cas, faites un effort pour, je dirais, acquérir une philosophie de la mort. On meurt tous. D'ailleurs, Montaigne le disait, la philosophie, c'est quoi fondamentalement? C'est acquérir de la sagesse et accepter le fait de mourir tôt ou tard. Donc voilà, tâchez Alors je sais que les peurs sont difficilement réprimables, mais tâchez en tout cas de couper les sources de la peur. C'est-à-dire que bon, les émissions de télévisées, les prises de parole
de Salomon et de toutes ces personnes-là qui viennent mécaniquement vous dire le nombre de morts qui s'est surajouté chaque soir, fait peur, mais ça ne sert à rien, quoi, parce que, eh bien voilà, c'est simplement fait à proprement parler pour susciter les peurs. Si on en vient à ce type d'argumentation-là, eh bien moi je peux vous faire encore plus peur en vous disant combien de morts il y a d'année en année, à savoir 600 000, ça veut dire que si on surajoute l'année prochaine, il y en aura 1,2 million, et puis l'année suivante, il y en aura 1,8 million, vous vous rendez compte comme les gens meurent 1,8 million de personnes en 3 ans. Mais c'est naturel, et donc il faut que vous vous habituiez à ce que, eh bien, il y ait des causes de mortalité qui soient liées à la circulation de virus que de toute façon on n'arrive pas à contrôler, hein, que les choses soient claires. C'est particulièrement orgueilleux de croire qu'on est capable par un geste ou un autre, avec un masque notamment, de maîtriser complètement à 100% la circulation de micro-organismes tels que les virus. Croire ça est faux, hein, d'une certaine manière. Donc, tâchez de ne pas régresser en civilisation et de tâcher d'objectiver un peu la situation pour réprimer vos peurs, hein. C'est un petit peu ce que nous dit Norbert Elias. Et puis il explique que quand les situations sont nouvelles aussi, eh bien les médecins ont tendance, parce qu'ils sont que des hommes, hein, à mélanger de bons conseils avec de mauvais. Donc vous devez conserver un certain esprit critique et faire la part des choses, même quand ce sont des professionnels qui parlent, parce que eh bien, ces professionnels, même s'ils ont des connaissances sur les virus et les bactéries, peuvent parfaitement se tromper, étant donné la nouveauté du sujet auquel ils font face. Donc, prenez tout ça avec distanciation, calmez-vous, pas besoin d'avoir peur. On est dans une situation un peu inédite, mais assez banale au vu eh bien, de l'histoire de l'humanité, hein. Alors, une chose qui m'a intéressé dans ce texte aujourd'hui, c'est, eh bien, voilà, cette partie où Norbert Elias dit que euh, il peut s'écouler une période assez longue avant que la peur et ses symboles, les interdictions et résistances ne disparaissent. Vous voyez bien que eh bien, le masque est fait pour précisément que les signes, les symboles et les résistances vis-à-vis de la peur ne disparaissent pas. C'est-à-dire que c'est un signe que tout le monde porte et qui est chargé, avant tout et pour tout, de rappeler à tout le monde quand il sort dehors, quand il a la permission, tout du moins, par l'état soleil, voilà, c'est un signe qui permet de rappeler attention, il y a des virus, attention, il y a danger, quoi. Et chacun porte finalement sur sa gueule une pancarte, un panneau rouge avec un point d'exclamation noir au milieu. Attention, virus en liberté, vous voyez. Ça n'est pas raisonnable. Honnêtement, ça n'est pas raisonnable, mais ça a été institué. Bon, je dois admettre que les gens, comme les gens avaient peur au début de l'épidémie, ils ont fait aussi un peu pression pour avoir ce type de fétiche de consommation que sont les masques. Donc le gouvernement a plié aussi vis-à-vis de ça. On ne peut pas l'accuser de tout, c'est aussi un peu votre faute. Mais bon voilà, vous voyez qu'il y a vraiment un effet pervers au masque au sens où il ne permet pas de juguler la peur, au contraire il n'arrête pas de la transmettre de jour en jour avec un symbole fort qui permet d'une certaine manière et pour faire court de rappeler la chose suivante, ayez peur, ayez peur. Et eh bien voilà, ça n'est pas raisonnable comme je le disais. Et donc voilà le problème hein, vis-à-vis de ça, comme le dit Norbert Elias, c'est que ce genre de choses reste ancré dans la conscience des gens comme un sentiment vague pendant longtemps. Euh, Et ça, c'est problématique aussi, c'est-à-dire que même le jour, si tant est que ce jour ait lieu un jour, on vous dit vous pouvez enlever les masques, eh bien les personnes vont rester pendant longtemps traumatisées d'une certaine manière de cette période-là, de ces objets-là, et il va y avoir vraiment un ancrage conscientiel vis-à-vis de ça qui va se faire et qui n'est pas bon et qui n'est pas sain
hein. Et je vous parle même pas des enfants. Alors nous, en tant qu'adultes, on peut faire des émissions et parler un petit peu de ça, objectiver les choses. Mais vous voyez bien que pour vos enfants, il va y avoir là une marque presque indélébile, hein, parce qu'elle s'ancre dans le début de leur développement et de leur formation, qui n'est pas saine. Et rien que pour ça, le masque n'aurait pas dû avoir cours à l'école, surtout lorsqu'on sait que eh bien, le niveau de mortalité, hormis quelques exceptions particulièrement marginales, entre 0 et 44 ans pour ce qui est du Covid-19 est de 0%. Hein. Donc voilà, ça m'intéressait de vous lire ce texte et puis de vous le commenter pour que vous compreniez que... pour en tout cas asseoir ma thématique du jour, à savoir que la peur permet plus aisément de vous contrôler à tous les stades, hein, que ce soit social ou psychique, et que vous devez revenir vers une forme de civilisation où vous devez endiguer vos affects, vos émotions, et être raisonnable vis-à-vis de ça. Alors, être raisonnable ne suffit plus quand un gouvernement use et abuse de ce type de phénomène. Voilà pourquoi la radio existe et voilà pourquoi la radio s'appelle Radio Résistance, parce que donner ces textes à voir, donner ces réflexions-là à voir est aussi une forme de résistance vis-à-vis d'un pouvoir qui... en injectant un sentiment d'insécurité vis-à-vis de la population entière, d'insécurité sanitaire, cherche à prendre le contrôle sur vos vies et très concrètement, notamment à l'aide du décret 2020-1310, qui est un décret proprement totalitaire. Je reviendrai sur lui dans une autre émission très prochainement, peut-être même l'émission numéro 2. Alors, troisième texte, celui de Michel Foucault, qui est donc des extraits qui sont tirés de Surveiller et punir et qui viennent réellement illustrer tout le commentaire que je vous ai fait jusqu'à présent, qui montre comment, on peut, sur la base de phénomènes de périodes d'instabilité, les utiliser, et notamment des périodes d'instabilité sanitaire, les utiliser pour détruire les libertés qui ont pourtant été si durement arrachées, pour détruire les droits fondamentaux, et puis pour faire régner une société de contrôle. Et donc si vous avez eu l'œil un petit peu, vous voyez que l'image même de cette émission radio d'aujourd'hui, celle qui vient illustrer celle qui vient illustrer mon thème, est la prison panoptique, c'est-à-dire une prison où le gardien est au centre et grâce au visuel que lui permet l'architecture même de la prison, a un œil direct sur chacune des personnes qui sont en cellule, sans pour autant que ces personnes puissent voir s'il y a un gardien dans la tour ou pas. On est réellement donc dans une société de la surveillance généralisée. Cette architecture-là était une architecture de surveillance généralisée, hein, c'est ce vers quoi on va à nouveau, sous prétexte de crise sanitaire, avec des abus clairs, hein, de textes de législation, par exemple, le code de la santé publique sur lequel reposent toutes les répressions actuelles, son titre c'est crise sanitaire grave. Vous voyez, donc il y a déjà un abus, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une crise sanitaire grave, mais on va tordre le titre du code de la santé publique et vous faire croire qu'elle est grave pour pouvoir imposer toutes ces mesures. Lisons un petit peu Michel Foucault. Voici, selon un règlement de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu'il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville. D'abord, un strict quadrillage spatial. Fermeture, bien entendu, de la ville et du terroir, interdiction d'en sortir sous peine de la vie. Donc là, ça va, on n'est pas tué non plus si on sort sans attestation, encore que il y en a qui... peuvent avoir la vie sérieusement malmenée dans le cadre de certaines bavures. Je continue.
Chaque rue est placée sous l'autorité d'un syndic. Il la surveille et s'il la quittait, il serait puni de mort. Le jour désigné, on ordonne à chacun de se renfermer dans sa maison, défense d'en sortir sous peine de la vie. Le syndic vient lui-même fermer, de l'extérieur, la porte de chaque maison. Il emporte la clé qu'il remet à l'intendant de quartier. Celui-ci la conserve jusqu'à la fin de la quarantaine. Chaque famille aura fait ses provisions. Mais pour le vin et le pain, on aura aménagé entre la rue et l'intérieur des maisons des petits canaux de bois permettant de déverser à chacun sa ration sans qu'il y ait communication entre les fournisseurs et les habitants. Pour la viande, les poissons et les herbes, on utilise des poulies et des paniers. S'il faut absolument sortir des maisons, on le fera à tour de rôle et en évitant toute rencontre. Espace découpé, immobile, figé. Chacun est arrimé à sa place et s'il bouge, il y va de sa vie, contagion ou punition. Alors ce premier extrait est très intéressant, et notez bien que ce que je suis en train de vous lire renvoie à la peste noire du XIVe siècle qui, comme je vous l'ai dit un peu avant dans l'émission, tuait une personne sur 3. Vous voyez que, à travers les mesures qui sont prises à l'heure actuelle, les mesures sanitaires qui sont prises actuelles, on est en train de réinstaurer ce type de mesures. D'ailleurs, on l'a fait, c'est pas on est en train. Ce type de mesures sont réinstaurées pour une maladie qui est quasiment bénigne. Et on constate d'une certaine manière que les règles de la société de contrôle qui ont été décrites par Michel Foucault servent de livre de chevet à la Macronie et certainement à ces Machiavel, c'est-à-dire aux langues de serpent, pour parler en référence au Seigneur des Anneaux, à ces langues de serpent, servent finalement de livre de chevet pour imposer des mesures de restriction des libertés. On a réellement là une espèce de carnet de bord, un cahier des charges de la manière de casser complètement les libertés citoyennes. Je continue. L'inspection fonctionne sans cesse, le regard partout est en éveil, un corps de milice considérable, commandé par de bons officiers et des gens de bien, entre guillemets, des corps de garde aux portes, à l'hôtel de ville et dans tous les quartiers pour rendre l'obéissance du peuple plus prompte et l'autorité des magistrats plus absolue. Tous les jours aussi, le syndic passe dans la rue dont il est responsable, s'arrête devant chaque maison, fait placer tous les habitants aux fenêtres. Un petit peu comme nous pour les médecins, vous voyez. Applaudissez les médecins. Mettez-vous à la fenêtre, applaudissez les médecins, vous voyez. On les finance pas, on met pas plus de sous dans l'hôpital, mais bon, on les applaudira. Bon, je continue. Appelle chacun par son nom. Le lui demande... appelle chacun à son nom. Chacun enfermé dans sa cage, chacun à sa fenêtre, répondant à son nom et se montrant quand on le lui demande. C'est la grande revue des vivants et des morts. Aucun autre médecin que celui du magistrat ne peut soigner, aucun apothicaire préparer les médicaments, aucun confesseur visiter le malade, sans avoir reçu un billet écrit pour empêcher que l'on ne recèle et traite, à l'insu des magistrats, de malades et de la contagion. L'enregistrement du pathologique doit être constant et centralisé. Le rapport de chacun à sa maladie et à sa mort passe par les instances de pouvoir, l'enregistrement qu'elles en font, les décisions qu'elles prennent. Lorsque j'ai écrit ce texte, je fais une petite aparté, lorsque j'ai retranscrit ce texte, j'ai mis ce dernier passage en gras. Je vous le relis. L'enregistrement du pathologique doit être constant et centralisé. Le rapport de chacun à sa maladie et à sa mort passe par les instances de pouvoir, l'enregistrement qu'elles en font, les décisions qu'elles prennent. Vous voyez que le pouvoir s'arroge le droit d'avoir un contrôle total sur tout ce qui se passe en période d'épidémie, et on est donc dans un resserrement du contrôle qui retourne dans les mains de quelques hommes, à savoir le pouvoir central. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et si on remonte un petit peu la bande et qu'on relit l'extrait précédent que je viens de citer, on voit aussi que l'État, et notamment Olivier Véran, donne le droit ou pas aux médecins de prescrire ou pas des médicaments, alors que le gars, soyons honnêtes et francs, n'est même pas capable de faire la distinction entre un article voici et un article scientifique. Au sens où, lorsque
on a eu le Lancet Gate, c'est-à-dire cet article complètement falsifié. Et ça se voyait, hein, je suis bien placé pour le savoir parce que je suis moi-même scientifique. Ça se voyait par tous les pores de l'article qu'il était falsifié. Eh bien, lui n'a même pas su faire cette distinction-là. C'est vous dire si notre ministre de la Santé actuel est compétent pour gérer les... les problèmes de santé et faire le tri pour nous, à notre place, entre ce qui est bon ou pas, quel médicament est bon ou pas. Hein. Ce gars, clairement, n'a pas les compétences scientifiques pour eh bien, être ministre de la Santé. Hein. Il aurait déjà dû être mis dehors sur le seul fait, le seul scandale qu'il a donné des mesures, qu'il a promulgué des interdictions de médicaments sur la base d'un article falsifié. Continuons la lecture. Cet espace clos, découpé, surveillé en tous ses points, où les individus sont insérés en place fixe, où les moindres mouvements sont contrôlés, où tous les événements sont enregistrés, où le pouvoir s'exerce sans partage, selon une figure hiérarchique continue, où chaque individu est constamment repéré, examiné et distribué entre les vivants, les malades et les morts. Tout cela constitue un modèle compact du dispositif disciplinaire. Je le redis, tout cela constitue un modèle compact du dispositif disciplinaire. À la peste répond l'ordre. Un extrait très important aussi, je crois, de Michel Foucault, qui rappelle que eh bien, le prétexte épidémique permet d'instituer complètement, totalitairement, une société disciplinaire où eh bien, l'ordre prévaut, où le partage, le pouvoir se fait sans partage, où la figure hiérarchique est toute puissante. Hein, on est réellement revenu dans une espèce de figure de la royauté à la Louis XVI. Hein. N'oubliez pas, hein, pour ceux du pouvoir qui m'écoutent, qu'il a perdu sa tête hein, par rapport à ça. Où chaque individu est constamment repéré, examiné et distribué entre les vivants, les malades et les morts. C'est bel et bien, bien les discours qui sont tenus soir après soir, ou qui ont été tenus soir après soir par les dirigeants. Tant de malades, tant de contaminations, tant de morts, vous voyez. On a une distribution de la peur des gens. Et puis, bien évidemment, pour émuler cette peur, eh bien, le fait de dire dès à présent que tout être humain est potentiellement porteur du virus, que tout être humain, plutôt que de rassurer les gens et de leur rappeler que la plupart sont en bonne santé et ne courent aucun risque, eh bien on va avoir le discours inverse, un discours de terreur, et c'est pour ça, il faut le dire, que ce gouvernement est un gouvernement terroriste, parce qu'il ne fait qu'insuffler la terreur à l'intérieur même des populations, un discours de terreur qui dicte d'une certaine manière ceci: toute personne est un malade potentiel, toute personne peut potentiellement mourir du Covid-19, ce qui est complètement faux au regard des statistiques. J'ai cité l'âge de mortalité tout à l'heure, j'ai rappelé que c'était surtout des personnes avec des comorbidités qui mouraient, et le pouvoir, pour asseoir une société disciplinaire et une société de contrôle, vous cache, omet dans eh bien, ces communications, ces éléments de discours-là, en vous faisant croire par là même que toi qui as 15 ans, toi qui as 20 ans, toi qui es jeune et en forme, tu peux potentiellement être touché par le coronavirus et en mourir. Ou alors, tu peux potentiellement être un criminel, porter le virus, le transmettre à d'autres, et donc être un serial killer en faisant mourir par une transmission virale les autres. C'est, à proprement parler, scandaleux comme type de discours et pathétique comme stratégie de pouvoir. Encore faut-il qu'il y ait des émissions comme celle-ci pour démonter eh bien, ces discours anxiogènes et ces discours de la terreur de la part d'un gouvernement qui, loin de vouloir vous protéger et vous rassurer, essaye de vous terroriser pour mieux vous contrôler. Je continue et je termine la lecture de Michel Foucault. Il y a eu un rêve politique de la peste.
Non pas la fête collective, mais les partages stricts. Non pas les lois transgressées, mais la pénétration du règlement jusque dans les plus fins détails de l'existence, par l'intermédiaire d'une hiérarchie complète qui assure le fonctionnement capillaire du pouvoir. Non pas les masques qu'on met et qu'on enlève, mais l'assignation à chacun de son vrai nom, de sa vraie place, de son vrai corps et de la vraie maladie. La peste comme forme, à la fois réelle et imaginaire du désordre, a pour corrélatif médical et politique la discipline. Derrière les dispositifs disciplinaires se lie la hantise des contagions, de la peste, des révoltes, des crimes, du vagabondage, des désertions, des gens qui apparaissent et disparaissent, vivent et meurent dans le désordre. La peste a suscité des schémas disciplinaires. Elle appelle des séparations multiples, des distributions individualisantes, une organisation en profondeur des surveillances et des contrôles, une intensification de la ramification du pouvoir. Le grand renfermement d'une part, le bon dressage de l'autre. Voilà le chapitre magistral que je commenterai pour terminer cette émission numéro 1 et qu'on peut réellement actualiser à la période qui nous concerne. On individualise les personnes, c'est-à-dire que sous prétexte sanitaire, chacun doit se tenir à 2 mètres l'un de l'autre pour ne pas se contaminer. Chacun doit vivre, comme ce que disait Michel Foucault, de façon cellulaire. C'est-à-dire que vous devez être coupé de tout contact social des autres. Pourquoi ? Parce que les contacts sociaux impliquent du dialogue. Les contacts sociaux impliquent le fait qu'il y ait communication et mise en objectivité du contexte qu'on est en train de vivre. Et donc, dès lors qu'il y a communication horizontale entre vous et moi, entre les uns et les autres, sur cette épidémie, il y a fragilisation du pouvoir. C'est l'inverse que le pouvoir demande. Il veut que vous vous teniez seul, isolé. Il veut vous isoler pour que le seul message que vous receviez et qui traite de la maladie, ce soit un message vertical, à savoir qui descend des médias, de votre boîte au milieu du salon, vers vous. Et que la seule, communication que vous ayez, et le seul recul que vous puissiez avoir, passe par ces médias, eux, et vous isolez de votre famille, isolé de vos relations sociales, isolé du café, isolé de la rue, pour que vous n'ayez plus qu'une seule perspective, comme un cheval avec des œillères, la perspective, celle que vous donne le pouvoir en place, celle que vous donnent les médias qui lui appartiennent, et qui appartiennent à leurs copains entrepreneurs. Et elle est là, la stratégie de discipline et d'individualisation de la société et de disciplinarisation, si on peut dire, de la société. De vous renfermer en tant qu'individu cellulaire exactement comme dans cette prison panoptique qui est l'illustration de mon émission d'aujourd'hui. Une personne, une cellule, un pouvoir central pour contrôler chacun dans sa cellule, pour voir ce qu'il fait, comment il le fait, et pour adresser, pour que chacun dans sa cellule puisse voir le pouvoir central qui lui adresse un message et un seul. On te regarde, on te contrôle. Tiens-toi bien. C'est pourquoi le chapitre de Michel Foucault finit par cette magnifique phrase « Le grand renfermement d'une part, le bon dressage de l'autre ». C'est-à-dire que ces mesures qui prennent pour prétexte une urgence sanitaire sont des mesures en réalité de discipline de la société et de contrôle de la société. Alors on me dirait, mais pourquoi ce pouvoir veut contrôler la société et pourquoi cette méthode disciplinaire s'étend au monde entier ? Eh bien, lorsqu'on fouille beaucoup l'information, la logique est simple. Il n'y a eu que des révoltes ces 2 dernières années. La plus historique en France depuis un siècle, celle des Gilets jaunes, qui étaient dans la rue une fois par semaine et qui voulaient transformer la démocratie pour que le peuple ait plus de place dans les décisions qui sont prises à l'intérieur de l'État.
eh bien ça, le pouvoir, lâcher un petit peu de pouvoir, il ne peut pas l'accepter. Et donc, il a mis en œuvre des dispositifs de contrôle, d'aliénation et d'individualisation et de discipline pour contrôler ces mouvements-là. Et ça a fonctionné, hein. Dès lors que l'état d'urgence sanitaire a été décrété, les manifestations gilets jaunes se sont rompues. C'est l'outil qui a permis précisément de casser les manifestations hebdomadaires des gilets jaunes. Mais pourquoi mondialement? Eh bien, des manifestations, il y en a eu partout ces derniers temps. Hong Kong, avec des manifestations énormes et très rudes, hein. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Mexique, toute la partie d'Amérique du Sud a été soumise à de grosses manifestations qui réclamaient plus de liberté, plus de démocratie à l'intérieur du pays. Bref, des révoltes ont éclaté ces dernières années partout sur la planète, bien que vous n'en ayez pas été informé. Et cette stratégie de discipline de masse, eh bien, elle a été très utile pour écraser toutes ces rébellions, hein, clairement. Et utiliser la peur pour enfermer les gens chez eux était sans doute, moi si j'avais été d'une certaine manière un Machiavel du pouvoir à l'heure actuelle, c'est précisément l'ouvrage que j'aurais utilisé pour tous vous mettre aux arrêts. Vous voyez, c'est l'ouvrage que j'aurais utilisé et vous devez être bien conscient que je ne suis pas le seul à lire ce type d'ouvrage et que dans les sphères de pouvoir, c'est un grand classique, hein, Surveiller et punir, Naissance de la prison de Michel Foucault. Michel Foucault qui est un historien et un philosophe particulièrement reconnu dans la sphère universitaire. Donc vous voyez, sous prétexte sanitaire, sous le prétexte de fausse épidémie, on casse toutes les présomptions, toutes les présomptuosités du peuple à vouloir un petit peu plus de pouvoir démocratique, et on resserre sur un peuple désordonné et qui, veut instaurer un pouvoir dans lequel il est impliqué, dans lequel il peut décider, on l'enferme, hein, parce que c'est précisément l'inverse de ce que tous les partis politiques qui sont en poste à l'heure actuelle veulent. Vos partis politiques, que ce soit le FN, la FI, veulent avant tout conserver l'exclusivité du pouvoir. Il est hors de question de partager le pouvoir avec la population, parce que partager ce pouvoir reviendrait à céder des privilèges, à céder du salaire, voire même à ne plus exister du tout, parce qu'il existe des systèmes démocratiques où la députation peut sauter. Il existe des systèmes de démocratie directe où un député ou un Sénat n'aurait absolument plus aucune place ni aucun sens à l'intérieur de certains types de fonctionnement démocratique. Et ça signifie leur mort. Donc, la meilleure manière de préserver le système actuel, de préserver leur place, leur statut, que ce soit d'opposition ou de majorité, eh bien, c'est d'établir comme ça, globalement, complètement, une espèce de chape de plomb sur la population, de conserver ces pouvoirs par le biais de stratégies de discipline, de dressage et de mise en ordre qui utilisent la peur pour ce faire. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut tirer du texte de Michel Foucault, qui me semble-t-il est le texte le plus intéressant que je vous ai lu ce soir, parce qu'il est très actuel. Il montre comment, sur la base d'une épidémie, on peut faire tout ce qu'on veut en termes de pouvoir, c'est-à-dire récupérer un pouvoir absolutiste, comme ça a été le cas pour la Macronie avec l'état d'urgence. Hein. Elle passe des décrets, elle passe des lois, par décret, par ordonnance, sans demander son avis au Parlement et aux sénateurs. Et remarquez qu'on n'entend pas les parlements et les sénateurs, l'Assemblée nationale et les sénateurs réclamer le pouvoir qu'on leur prend. Pourquoi ?
Eh ben parce que la méthode même de mise en demeure des gens, de discipline, eh bien leur sert à conserver eux aussi leur pouvoir. C'est pourquoi, dans d'autres émissions, on aura tendance à parler d'un pouvoir totalitaire, c'est-à-dire où l'opposition n'est qu'une opposition de façade, et où en réalité la caste politique dans son entier est alliée contre vous de façon totalitaire pour pouvoir continuer à régner et pour pouvoir continuer à occuper sa place. Hein, mais ça, on le décrira dans d'autres émissions un petit peu plus tard. Bon, celle-ci est un petit peu plus longue que ce que je pensais. J'espère qu'elle vous aura intéressé. J'espère que les textes que je vous ai proposés ont su, je dirais, émuler votre réflexion, votre esprit critique. N'hésitez pas, parce que bon, parfois les passages sont un peu techniques, à revenir sur la lecture des textes que j'ai pu faire pour mieux les comprendre. Hein, sont pour les trois des textes universitaires, donc assez techniques. Et même moi, souvent, je les relis plusieurs fois avant d'en saisir l'essence et la substance. Donc, profitez du fait que l'émission soit enregistrée pour vous les repasser. Et puis, bien voilà, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à continuer à la suivre et à la distribuer. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous voulez en savoir plus sur les différents auteurs que j'ai pu citer, à les emprunter à la bibliothèque, si tant est qu'elle soit ouverte. Ou bien à les acheter en librairie, bien qu'elle soit close pour l'instant. Donc à réfléchir à tout ce que j'aurais pas pu commenter, mais qui vous parle quand même, à des petits bouts de phrases sur lesquels je me suis pas arrêté dans mes commentaires, mais qui sont aussi représentatifs de la période traversée. Et donc voilà, on aura déjà quand même fait une belle émission, je crois, sur l'utilisation de la peur pour instaurer une société de contrôle. Et une société de contrôle et de discipline, pourquoi ? Eh bien, avant tout et pour tout, pour que les dirigeants, les responsables et les personnes les plus privilégiées à l'intérieur même de la société ne perdent ni leur pouvoir, ni leurs privilèges, ni leur capital économique dans une société en plein bouleversement. Voilà, je vous remercie. Vous étiez sur Radio Résistance et Démocratie. Dans une semaine à peu près pour une émission numéro 2 sur un nouveau thème et un nouveau sujet. Bonne fin de journée ou de soirée ou de matinée.